Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler Formule 1, malgré le fait qu'il n'y a pas de course, il n'y a pas encore de calendrier, il y a quand même de l'actu avec l'annonce hier de la séparation entre Vettel et Ferrari, Vettel qui ira jusqu'au bout de son contrat mais qui ne reconduira plus pour Ferrari au-delà de 2020, c'est ce qu'il a indiqué, voilà, c'est ce qu'indiquait la presse italienne tout simplement, et Ferrari, donc Ferrari qui va devoir trouver un remplaçant. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo, on va faire un petit peu le plan, je donnerai mon avis sur le départ de Vettel. On parlera des futurs remplaçants, je ferai des top flops à chaque remplaçant. Et puis, on parlera du futur de Sébastien Vettel. Voilà, ça va se découper comme ça dans cette vidéo. Donc, je vais donner mon avis sur la séparation entre Vettel et Ferrari. Eh bien, déjà, tout d'abord, c'est pas vraiment une surprise, le départ de Sébastien Vettel. Je me l'étais même dit un petit peu dans la tête, vraiment avec le coronavirus, j'ai eu le temps de beaucoup réfléchir. J'ai pas fait beaucoup de vidéos, déjà parce que sur YouTube il n'y avait pas grand monde, tout le monde regarde la télévision en ce moment par dépit peut-être. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Ferrari et Vettel, ça se passe pas très bien depuis l'année dernière et même déjà depuis l'année d'avant. Je pense que Vettel a raté l'occasion d'être champion du monde. Il fallait qu'il soit champion du monde, qu'il joue le titre de manière vraiment serrée en 2017. En 2018, pardon. Et comme il n'a pas réussi à le jouer, on lui a mis Leclerc dans les pattes, et puis tout s'est enchaîné assez vite. Au final, Leclerc a été très fort, Leclerc s'impose à Monza, à Spa, il s'impose surtout à Monza, qui est... Ferrari peut quasiment rater sa saison, quand il gagne à Monza, c'est bon. La saison est à demi sauvée. Alors malgré le fait qu'il ait gagné à Singapour, ça n'a pas suffi pour inverser la tendance. Désormais, c'est Leclerc le numéro 1, c'est plus Sébastien Vettel. Et on savait que Vettel était en fin de contrat, ça c'est pas un secret de polichinelle du côté de la Formule 1, on sait à peu près les fins de contrat. Et on sait que ça avait du mal à se concrétiser, ça fait depuis au moins 4-5 mois que Ferrari et Vettel parlent, ça fait depuis la fin de l'année dernière, depuis la fin de saison, voilà, depuis mi-décembre que ça discute, et ça commençait à traîner en longueur. C'est jamais bon quand ça traîne en longueur. C'est surtout qu'on avait appris début mars, au moment du confinement, en Italie, que Ferrari avait demandé à ce que Vettel baisse son salaire. Ça, on sait qu'un pilote de Formule 1 ne veut absolument pas baisser son salaire. C'est encore pire que pour les joueurs de foot, c'est une question d'ego, le salaire. Celui qui est le meilleur a le plus gros salaire. Normalement, en Formule 1, il y a une logique un peu comme ça. Et puis surtout, il y avait un problème de statut. Et ça, c'est pas une surprise. On sait que, autant l'année dernière, Vettel était numéro 1, Leclerc était numéro 2. On sait qu'avec le nouveau contrat, les deux auraient été traités vraiment à égalité, voire ils se seraient même peut-être retrouvés numéro 2. Donc très clairement, c'est pas une surprise avec une dernière saison qui était pas bonne pour plusieurs raisons. Pour moi, il y a eu la bagarre avec Leclerc, il n'a pas réussi à gérer Leclerc. Je pense que ça soit Mattia Binotto, mais même Vettel n'a pas été assez intelligent avec Charles Leclerc dans sa manière de gérer ça, de gérer cette pression que mettait de plus en plus Leclerc. Assez vite, on a senti, je sais que c'est pas Bahreïn, c'est après Bahreïn, je sais plus c'est quelle course, où il y a la Chine déjà, où c'est assez tendu, où tu sens que ça va aller au clash, tu sais pas quand, mais ça va aller au clash. Le clash est arrivé au final assez tardivement, il est arrivé lors du Grand Prix du Brésil, mais bon, il aurait pu se passer avant. En Italie, ça aurait pu être le cas. Personne ne voulait lâcher. C'était vraiment la guerre entre les deux. Et je crois que ça, il y a Vettel qui est un peu responsable, puisque normalement, c'est un pilote d'expérience, il aurait dû être beaucoup plus intelligent que ça. Mattia Binotto également. Je crois qu'il y a également le fait que Ferrari soit 100% italien aujourd'hui. Ça manque de personnes étrangères, vraiment chez Ferrari, de personnes qui ne soient pas italiennes. Ferrari, quand il s'impose sur les derniers titres, 79, quand c'est Jody Scheckter, l'apport de Michelin est hyper important dans le titre de Jody Scheckter, et il y avait également quelques ingénieurs étrangers chez Ferrari déjà à l'époque. Il y a eu la période
Michael Schumacher. Voilà, c'était la période où Ferrari était le plus international. Ross Brawn, Rory Byrne, Jean Todt, qui étaient des personnages étrangers qui ont permis à Schumacher d'être champion du monde et de réorganiser la Scuderia Ferrari. Quand Ferrari a été 100% italien, c'était dans les années 80, c'était surtout au début des années 90, avant l'arrivée de Jean Todt, et ça se passait très très mal, surtout quand la direction est italienne. Et c'est vrai que comme le dit souvent Franck Montagny, j'ai vu plusieurs interviews de Franck Montagny, quand il parle de Ferrari, il dit toujours « c'est la seule équipe où c'est le bordel » quand tu les vois travailler. Peut-être parce que ça manque un petit peu de regard extérieur d'un autre pays, d'une autre méthode, d'une autre manière de faire. Ce qu'ont réussi à faire beaucoup d'autres équipes qui sont allées chercher des personnalités en dehors de leur pays d'origine. Renault, par exemple, aller à Enstone, c'était également un choix pour prendre un peu des personnalités internationales. Je crois que c'est une erreur de Ferrari de rester 100% italien ou énormément italien parce que ça ne leur permet pas aujourd'hui de gagner des titres de champion du monde. Malgré tout, et je finirai sur cette partie à vide là-dessus, il y a quand même une ressemblance énorme avec le passage d'Alonso chez Ferrari, parce que Alonso chez Ferrari, il gagne très vite, comme Vettel, dès les 2-3 premières courses. Vettel, c'était un peu pareil, hein. Tout de suite dans le coup, dès la première saison encourageante. Alonso joue le titre, je vous rappelle, jusqu'à la dernière course où il y a une erreur stratégique de Ferrari et le fait qu'il tombe face à Kobayashi qui ce jour-là avait décidé d'être exceptionnel et voulait vraiment exploser en Formule 1 pour les années suivantes, qui l'avait énormément bloqué. Faut se souvenir, Alonso s'était retrouvé bloqué derrière Kobayashi pendant une bonne quinzaine de tours du côté d'Abu Dhabi, donc ça avait été un peu compliqué. Ensuite, une saison 2011 qui n'est pas si mauvaise, mais peut-être en léger retrait. C'est pareil en 2016 avec Vettel. Et puis une troisième saison très difficile. La saison 2012 de Fernando Alonso, elle était très difficile. Pareil, de l'autre côté pour Vettel, avec une saison 2017 difficile. Et puis on commence à critiquer la Scuderia énormément. En 2018 aussi, critique énormément la Scuderia, comme Alonso elle l'avait fait. Alonso, on lui avait mis Raikkonen dans les pattes. Il faut se rappeler qu'à l'époque, Raikkonen, c'était top pilote. Il avait fait il sortait de deux très bonnes saisons chez Lotus. Donc quand on lui met dans les pattes, c'était vraiment pour le faire chier. Et puis il faut se souvenir que Alonso était très pote avec Massa. Un peu moins avec Raikkonen parce qu'il y avait le titre 2007 et puis même la bagarre pendant 3 ans face à Raikkonen quand il était chez Renault. Donc c'était ces deux pilotes qui sont arrivés au top niveau à peu près en même temps, Raikkonen et Alonso. Ils ont toujours été très concurrents et donc c'est vrai que on sentait bien que c'était un coup de la Scuderia pour punir un petit peu Alonso à ce moment-là. De l'autre côté, on lui a mis Leclerc, c'était pareil parce que Vettel était très pote avec Raikkonen, et on lui met un numéro 1 dans les pattes, en sachant que Vettel, chez Red Bull, ça s'était pas bien passé face à Ricciardo, qui était un futur numéro 1. Ça s'est pas très bien passé non plus face à Leclerc, parce qu'il aime pas être mis sous pression. Et c'est pour ça que, pour moi, Weber n'était pas un futur champion du monde, parce que Vettel s'est jamais senti menacé par Mark Webber, alors qu'il s'est senti menacé tout de suite par Ricciardo, et encore plus par Leclerc. Et quand il est menacé, Vettel, il conduit mal. C'était le cas également à ses tout débuts en Formule 1. Chez Toro Rosso, pour ceux qui se souviennent, il était menacé par Bourdais. Bourdais était meilleur que Vettel. Heureusement, il avait demandé à ce que Toro Rosso change la voiture. D'un coup, il était devenu meilleur parce que la voiture était énormément sous-vireuse et que ça ne plaisait pas du tout à Bourdais. Ils avaient totalement modifié la voiture pour que ça convienne à Vettel. Bon, on va passer aux remplaçants après cet avis de 9-10 minutes. Les remplaçants. Alors, il y a 3 possibilités pour Ferrari pour trouver un remplaçant à Vettel. Première solution, c'est de prendre un autre numéro 1. C'est d'avoir 2 numéros 1 dans l'équipe. Mais, comme le dit Flavio Briatore, j'ai lu une interview de Flavio Briatore qui disait, lui, il n'a jamais été pour 2 numéros 1 dans une équipe. Parce qu'il est arrivé en F1 et pourtant il a peu de culture Formule 1, Flavio Briatore, parce que Flavio Briatore s'est retrouvé en Formule 1 un petit peu par hasard. Il faut savoir qu'il travaillait chez Benetton depuis très longtemps, depuis les années 70. Il était commercial chez Benetton, il s'est retrouvé à être commercial de Benetton F1. C'est comme ça qu'il est arrivé en Formule 1 et puis il a dirigé l'équipe à partir de 89 parce que ça se passait très très mal dans l'équipe à ce moment-là.
et il n'a jamais été pour deux numéros 1. Il le dit parce que ça donne Senna Prost, ça donne Rosberg Hamilton, ça a donné là également Vettel Leclerc, Ricciardo Vettel, Ricciardo Verstappen. Ça se passe jamais bien quand il y a deux pilotes qui sont du même niveau et traités de la même manière. Il faut qu'il y ait un numéro 1 et un numéro 2 dans une équipe pour briller à tort. Et c'est vrai que avoir deux numéros 1, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais on parlera des numéros 1. La deuxième solution, c'est d'avoir un numéro 2 clairement établi. Puis troisième solution, c'est d'aller chercher des pilotes de la Driver Academy de chez Ferrari. Si on prend des remplaçants, un deuxième numéro 1, il y a qui sur le marché? Il y a qui potentiellement qu'on pourrait recruter? Bon, j'ai pas trop regardé les durées de contrat, hein, donc peut-être que je dis des erreurs. Je n'ai pas regardé les durées de contrat. Le premier choix, ça serait Lewis Hamilton. Lewis Hamilton pour un dernier défi pour le pilote Mercedes. L'année prochaine, en fin de saison, il sera peut-être à 7 titres de champion du monde. Battre Schumacher dans l'équipe de Schumacher, Ferrari. Là, ça serait la consécration suprême et ça voudrait vraiment dire que c'était le meilleur pilote du monde. Surtout que je rappelle qu'Hamilton a toujours été champion du monde avec Mercedes. Premier titre, c'était McLaren, Mercedes. Mais au moment où Mercedes était très impliqué dans McLaren. Et ensuite, il a été champion du monde chez Mercedes Formule 1. Donc, il n'a jamais vraiment... Enfin, il a quitté le cocon Ron Dennis, mais même son titre de F3, c'était chez ASM à l'époque, l'ancêtre de ART. C'était avec un moteur Mercedes. Il n'y a que son titre de GP2, parce que GP2 à l'époque, c'était un moteur Mecachrome, donc il ne pouvait pas être titré chez Mercedes, mais il a toujours été proche de l'univers Mercedes. Il ne s'est jamais vraiment émancipé de Mercedes, il faut le dire, Hamilton. Donc là, ça serait peut-être le moment d'aller vraiment voir ailleurs. Ferrari, dernier défi. Pour Ferrari, l'avantage, c'est que c'est un champion du monde. Voilà, c'est le meilleur pilote du monde en ce moment, en plus, on peut le dire. Très bon en qualif, très bon dans la gestion de course, comprend énormément les pneus. Pilote au top aujourd'hui, actuellement, qui ne fait pas vraiment d'erreur. Qui depuis la perte du titre en 2016 est de nouveau au top, mais vraiment au top, je crois même avant ses deux premiers titres avec Mercedes, donc il est encore meilleur, il est vraiment au top. Le souci, c'est que c'est un pilote qui pour moi est énigmatique. Hamilton, c'est un peu comme Senna, c'est pas un pilote rassembleur, et là pour moi il faut un pilote qui rassemble l'équipe, qui a été divisé par ses 10 années, plus de 10 années sans titre, hein. Je rappelle le dernier titre c'est 2007. Il faut quelqu'un qui rassemble. Raikkonen avait réussi ça, Alonso avait réussi ça au début, à rassembler l'équipe. Bon, au bout de 2 ans il avait tout pété. Là il faut que ça rassemble de nouveau, rassembler l'équipe, et je suis pas sûr que Hamilton soit la personne pour faire ça, parce que Hamilton, il est très bon metteur au point, il est très bon en tout, mais il est très énigmatique. Quand il parle quand même de son pilotage, tu as l'impression qu'il y a Jésus au-dessus. C'est un peu comme Senna, hein. Les deux sont très proches, même je trouve, dans leur approche. J'avais quasiment Jésus au-dessus, il prie énormément, enfin c'est un personnage quand même, hein, Lewis Hamilton, et je suis pas sûr que ça soit simple à gérer pour une équipe comme Ferrari où c'est déjà le bordel. Deuxième pilote, Max Verstappen, la future pépite de la Formule 1, le futur champion du monde. C'est un profil de champion du monde, hein. Max Verstappen, c'est le favori des fans également. Donc forcément pour Ferrari, ça serait peut-être plus facile si ça se passait mal, parce que c'est Verstappen et qu'on pardonne peut-être parfois plus à Verstappen. Enfin, des fois on lui pardonne pas au niveau pilotage, mais je sais qu'il y a certains de ses fans qui lui pardonnent énormément ses écarts de conduite. Il a le profil champion du monde. Le problème de Max Verstappen, c'est qu'il est un peu dingue, on le sait, même si l'année dernière il nous a montré un peu plus de constance sur sa saison, il a été capable de faire des conneries, par exemple le premier virage à Spa, ou d'autres circuits où ça a été pas facile. Il manque un peu de maturité pour moi, même s'il est en F1 depuis désormais 5 ans, il manque encore, je pense, un peu de maturité, et puis est-ce que c'est un bon metteur au point? Je ne sais pas aujourd'hui, Verstappen. Il demande également des voitures très spécifiques. On l'a vu avec Pierre Gasly, la voiture ne convenait pas du tout à Pierre Gasly, elle ne convenait pas plus à Albon, mais elle lui convenait très bien à Verstappen. Donc je pense que c'est quelqu'un qui aime des voitures très particulières. Donc est-ce que la voiture conviendrait à Leclerc et à Verstappen en même temps? Pas sûr. Et puis je pense que ça irait très vite au clash avec Leclerc, parce que les deux sont des sanguins.
et que ça serait compliqué d'avoir une très belle unité dans l'équipe. On continue avec Ricciardo. Ricciardo, bien entendu, il mettrait une bonne ambiance. Ça serait le pilote numéro 1 pour rassembler l'équipe. Très bon en termes de gestion, je pense qu'il arriverait à très bien gérer avec Leclerc, parce que même quand ça se passait mal avec Verstappen, à part Bakou, si on accepte Bakou, mais même après Bakou, on peut pas dire qu'il faisait la gueule à Verstappen. Il ne le montrait pas. Et ça, c'est très très fort. Il a jamais montré qu'il était en guerre face à Verstappen. C'était Verstappen qui critiquait souvent Ricciardo. Donc je pense que c'est un pilote qui est très intelligent dans cette gestion d'un concurrent dans une équipe, et puis excellent pour le marketing, bien entendu. Il a toujours la banane, Ricciardo, et ça c'est important, le marketing en Formule 1, surtout que je rappelle que Ferrari appartient au groupe Fiat, au groupe FCA, Fiat Chrysler Automotive, et qu'on sait que ce groupe-là veut faire une alliance avec PSA, et donc il va falloir peut-être gagner un peu plus d'argent pour la Scuderia Ferrari, enfin surtout en perdre beaucoup moins qu'auparavant, parce que sinon, ça peut poser des problèmes avec l'alliance avec PSA. Donc, il va falloir gagner de l'argent. Et Ricciardo serait l'homme idéal pour gagner de l'argent. Et puis, par contre, le bémol, c'est est-ce que c'est encore un top pilote? Parce que sa saison chez Renault, c'est pas très très bien passé. Et est-ce qu'il est capable de rebondir déjà chez Renault cette année? Et puis, est-ce qu'il serait en capacité de le faire? Mais on sait que Daniel Ricciardo avait déjà été en pourparlers avec Ferrari avant d'arriver chez Renault, très clairement, lors de sa dernière saison chez Red Bull. On sait qu'il y avait des pourparlers pour qu'il arrive chez Ferrari. Ça s'était pas vraiment fait pour des questions peut-être de salaire, ce qu'on nous disait, peut-être de statut. Il veut le statut de numéro 1. On savait qu'à ce moment-là, il voulait le statut de numéro 1. Et peut-être qu'il n'avait pas réussi à l'obtenir. Voilà. Dernier pilote au top, certains vont dire, c'est une surprise. Si on prenait un deuxième numéro 1, Pierre Gasly. Pourquoi Pierre Gasly? Parce que sa deuxième place au Brésil l'a quand même mis sous le feu des projecteurs. Il a explosé Daniel Kiat et qu'il a réussi à faire des merveilles avec un matériel qui n'est pas non plus le meilleur matériel au monde. C'est-à-dire, il a fait un très très bon résultat. Il a montré également qu'il était très très fort mentalement, parce qu'il s'est retrouvé au fond du trou. Il a réussi à rebondir magnifiquement bien. Par contre, en bémol, du côté de Pierre Gasly, c'est l'expérience Red Bull qui n'a pas été exceptionnelle. Il n'a pas réussi à s'adapter à un numéro 1. Peut-être parce qu'il veut être aussi le numéro 1. Par contre, il a une grosse expérience parce qu'il a été champion GP2, mais vice-champion de Super Formula. Je crois que c'était pour un demi-point, un truc comme ça, parce qu'ils n'avaient pas fait la finale à Suzuka à cause d'un typhon. Enfin, c'est toujours demandé si on ne pouvait pas faire la finale. Il aurait certainement pris le titre face aux Japonais. Et le souci, c'est qu'il faisait beau et que le typhon, en fait, a contourné assez largement Suzuka. Donc, c'est toujours dit s'ils n'avaient pas fait ça un peu exprès. Puis, dernière, deux grosses surprises en tête de pilote au top. Bon, Alonso Rosberg, un retour de Rosberg ou un retour d'Alonso chez Ferrari me semble quand même à exclure aujourd'hui. Deuxième solution, donc prendre un numéro 2. Dans ce cas-là, on a Valtteri Bottas, qui pour moi est le meilleur numéro 2. Il arrive parfois à être très bon en qualif. Il arrive, quand il est au top de sa forme, à vraiment concurrencer largement son leader, qui est aujourd'hui Hamilton, mais il arrivera à concurrencer Charles Leclerc, C'est un pilote qui est plutôt fiable. On l'a vu, il fait quand même peu d'erreurs en course. Parfois, il en fait un peu trop en qualif. On l'a vu au Mexique. On l'a vu également en Australie. Ça remonte quand même un petit peu. Mais toujours se méfier parfois de Bottas qui fait une ou deux erreurs dans la saison, mais ça reste quand même un pilote plutôt fiable. Et puis l'expérience de Mercedes, et si Mercedes l'a recruté, c'est quand même qu'il sentait qu'il y avait un potentiel chez lui, et il a une expérience Mercedes qui est aujourd'hui la meilleure équipe au monde, qui est l'équipe également la mieux organisée, je crois. C'est l'équipe qui est la mieux organisée peut-être de toute l'histoire de la Formule 1 aujourd'hui, Mercedes. Et donc ça, c'est forcément un plus dans une autre équipe pour amener des méthodologies de travail, amener une organisation dans le team Ferrari. Son problème, c'est sa vitesse en course. C'est vraiment un souci pour Bottas. Il a un écart assez important entre sa vitesse en qualification et sa vitesse en course. Et il n'a toujours pas réussi à régler le problème. Deuxième pilote au top, Romain Grosjean. Romain Grosjean, alors c'est un très bon pilote en qualification, on le dit toujours, mais il a souvent été devant Magnussen. Il a souvent dominé ses équipiers en qualification. Alors, face à Magnussen, c'est un peu plus serré, mais Magnussen est également un très très bon pilote. Kevin Magnussen en qualification, ça je ne l'ai pas mis dans mes numéro 2, mais
on pourrait pas négliger Kevin Magnussen. C'est un bon metteur au point, Romain Grosjean. On l'a vu avec la Haas, c'est lui qui a détecté tout de suite qu'il y avait un problème sur la Haas. Et c'est les ingénieurs qui n'ont pas compris et qui n'ont pas voulu faire le job et qui n'ont pas considéré qu'il avait de l'expérience. C'est également lui qui faisait la mise au point de la Lotus pendant très longtemps, même avec Raikkonen. C'est plus lui qui faisait le travail que Raikkonen, parce que Raikkonen n'a jamais été connu pour son énorme travail de metteur en point. Et puis il a une expérience importante également, Grosjean. Il est en F1 depuis 2009. Il a connu également le fond du trou. Il a réussi à rebondir. Ça, c'est une expérience qui est toujours importante. Le problème de Grosjean, alors j'ai mis un peu fou. C'est pas vraiment un peu fou. C'est à des moments on comprend pas ce qui se passe dans sa tête. On comprend pas. Voilà. Chez Romain Grosjean, c'est peut-être pas le pilote le plus fiable aujourd'hui en Formule 1. Mais pour moi, ça serait quand même un bon numéro 2. Et puis il connaît le moteur Ferrari. Il connaît comment il fonctionne le moteur Ferrari parce que c'est celui de la Haas. Donc c'est un avantage. Donc j'ai pas mis Kevin Magnussen, mais Kevin Magnussen, je vais le mettre. J'ai pas mis sur ma petite fiche. Kevin Magnussen, bon pilote, mais un peu trop agressif. Ça c'est son bémol. Et est-ce que c'est un pilote qui est capable d'être un... Est-ce qu'il a le profil d'être dans un top team? Je ne pense pas aujourd'hui, Kevin Magnussen. Voilà, ça c'est mon avis. On l'a vu chez Renault, bon, il n'a pas fait de très grandes choses chez Renault, très clairement Kevin Magnussen. On passe à Sergio Pérez, c'est un bon pilote qui est là depuis très longtemps en Formule 1, bon pilote qui sait emmener une équipe, parce que ça fait depuis des années qu'il emmène un Racing Point, enfin Force India Racing Point, et même chez Sauber, c'était lui le leader de l'équipe, très clairement. Le problème de Pérez, c'est son expérience chez McLaren en 2014, qui avait été catastrophique. C'est un pilote qui est beaucoup trop agressif également, qui n'est pas forcément le plus fiable. Et puis, quand il a un équipier très performant, c'était le cas avec Ocon, il devient complètement dingue. Et Ocon, il a failli le foutre plusieurs fois dans le mur. On se souvient, de Singapour, mais on se souvient également de Spa. J'ai peur qu'il fasse la même chose avec notre ami Leclerc, et ça ferait perdre beaucoup de points à Ferrari à ce moment-là. Donc je ne suis pas sûr que ça soit un beau choix. Grosse surprise pour moi, ça serait si Ferrari allait contacter Lando Norris ou George Russell. Ce sont des bons pilotes, mais Lando Norris, je pense, se plaît bien du côté de chez McLaren. Et puis du côté de George Russell, il est soutenu par Mercedes. Et bon, il a quand même peu d'expérience. Et on a du mal à savoir si c'est un énorme pilote. Il a été champion de F2, mais très clairement, sa saison chez Williams, on ne peut pas en dire grand-chose. Je vous confère de regarder la vidéo sur le bilan de Williams, où j'ai eu beaucoup de mal à noter la saison de George Russell. Dernière solution, on prendrait des pilotes de la Driver Academy. Donc là, il y en a un qui est déjà en Formule 1, c'est Giovinazzi. Il est chez Alfa Romeo aujourd'hui. Bonne fin de saison l'année dernière de Giovinazzi, ça c'est un plus. Il a très bien fini sa saison à partir de Spa, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il avait perdu les points dans le dernier tour, mais à partir de Monza ça a été beaucoup mieux. C'est un pilote donc qui a du caractère, parce qu'il s'était fait quand même vraiment engueuler, il était sur la sellette. On sait que Fred Vasseur l'avait vraiment mis sur la sellette, et qu'on attendait vraiment un regain de performance de sa part, et il a réussi à l'obtenir. Donc c'est un pilote qui a du caractère. Malgré tout, je pense que c'est un pilote qui est trop tendre aujourd'hui, qui s'est fait quand même un peu manger par Raikkonen en début de saison, et je pense qu'il se ferait manger par Leclerc. Il manque d'expérience, une seule saison qui n'a pas été excellente, avec un équipier d'expérience, donc ça l'a peut-être aidé pour les réglages et ce genre de choses. Et pour moi, il n'a pas le profil de champion du monde. C'est un pilote qui n'a pas été ultra performant dans les catégories juniors. Il était bon, mais pas extrêmement bon. Et je pense que ça ne suffit pas d'être bon dans les catégories jeunes pour être champion du monde. Deuxième solution, Schumacher, s'il y avait le titre F2 à la fin de saison. Alors, c'est un pilote rapide, mais Mick Schumacher, très bon au dépassement. Il est capable de pas très bien se qualifier et de remonter très vite dans le paquet. Par exemple, à Bakou, il était remonté très vite en partant, je ne sais plus, dans les dernières positions sur la grille de départ. Il avait fait une très bonne course. Malgré tout, c'est un pilote qui fait beaucoup d'erreurs aujourd'hui, beaucoup trop d'erreurs. Expérience qui aujourd'hui pour moi est de 0. C'est pas un pilote qui est extrêmement... qui a commencé très jeune en monoplace. Il a fait de la F4 mais pas très jeune. Il a fait la F3 Europe, mais
il manque encore un petit peu d'expérience. Et puis il y aura la comparaison avec son père qui posera énormément de problèmes, ça c'est clair et net, que ça soit en interne dans l'équipe ou foncièrement les pilotes qu'ont connu Michael Schumacher, il y en a encore des qui ont connu l'époque Schumacher, Ferrari et Jean Todt qui foncièrement sont encore dans l'équipe, et puis du côté des médias foncièrement la comparaison se fera et ça sera pas facile à gérer pour Mick Schumacher, il sera exposé en pleine lumière, je suis pas sûr qu'il ait les épaules pour ça. Et puis Schwartzman, 6 titres F2 également, c'est un pilote qui est rapide. On l'a vu pendant toute la saison. Même si la Prema était la meilleure voiture, c'est lui qui est devenu champion. Intelligent. Il a réussi à pas prendre tous les risques sur toutes les courses. C'est un pilote qui géré son championnat. Un pilote fiable également. Ça, on l'a vu. Pas d'abandon sur la saison pour Schwartzman. Donc très très bien. Par contre, un peu trop tendre là encore. Pilote qui n'a pas d'expérience en F1, et puis l'entourage en 2020, est-ce qu'il arrivera à rééditer ses performances en F2? Des fois il y a un gap entre la F3 et la F2, et puis surtout l'entourage 2020, pourquoi? Parce que son père est mort du Covid-19, on l'a appris il y a une semaine, et son père était très très proche, il a amené également une partie du budget pour son fils, parce qu'il avait une grosse entreprise, et donc est-ce que ça sera facile pour lui la F2 en 2020 s'il y a de la F2? Eh bien, pas sûr pour notre ami Schwartzman. On finit cette vidéo avec le futur de Vettel. Plusieurs solutions. Il y en a 3 pour moi, 3 grosses solutions. Retour chez Red Bull, la maison Red Bull, là où il a obtenu ses 4 titres de champion du monde, mais ça a quand même changé Red Bull. Déjà parce que maintenant c'est plus Renault, le moteur, c'est Honda, donc il faudrait qu'il s'adapte à un nouveau moteur, qui est pas si facile que ça, le moteur Honda. On s'est aperçu l'année dernière. Et puis, c'est plus l'enfant prodige. Chez Red Bull, on aime les classes biberons, on va dire ça comme ça. On n'aime pas trop les vieux pilotes, que ça soit Coulthard, qui a été un peu viré, qui était plus titulaire un petit peu comme un malpropre. Mark Webber, on lui a un peu dit de partir. Sébastien Bourdet, également, Liuzzi. On n'aime pas trop on aime vraiment les très très jeunes pilotes qui ont montré beaucoup de potentiel avant. Il est plus jeune. C'est plus l'enfant prodige. Donc je suis pas sûr que ça se passerait bien pour Vettel chez Red Bull. Soit un gros projet de type, là il y a 2 solutions, Mercedes, dans un premier cas en remplacement de Hamilton, mais ça serait pas si facile face à Bottas, et puis ça serait pas facile pour lui de gérer la pression. Et puis Renault, là aussi un projet à construire du côté de chez Renault, encore un projet qui émerge un petit peu, mais qui serait encore à construire s'il arrivait dans l'équipe. Et je suis pas sûr que ces 2 équipes-là misent sur lui, parce qu'on a vu quand même chez Ferrari qui n'était pas facile à vivre sur les 2 dernières saisons, qui critiquait énormément. Renault en plus c'est qui critique énormément, parce que c'était déjà un pilote qui critiquait le moteur Renault, donc ça sera pas facile à vivre. Dernière solution, la retraite. Alors, une année sabbatique ou retraite après derrière. Parce que pour moi, Vettel n'ira pas dans une équipe de milieu de tableau. Soit il peut jouer le titre, soit il courra pas en F1. Il n'est pas autant passionné que Alonso, que Kimi Raikkonen, qui n'ont pas hésité à aller dans des équipes peut-être un peu moins bonnes à un moment dans leur carrière. Lui, je crois qu'il est... Il aime la gagne, mais il n'a pas envie d'être loin, Vettel. Et je pense pas qu'il soit autant passionné qu'Alonso et Kimi Raikkonen. Je pense que s'il n'a pas la capacité de se battre, il partira dans une équipe en retraite. Enfin, il fera peut-être une année sabbatique comme Alain Prost, et puis peut-être qu'après il prendra sa retraite. Je suis pas sûr qu'il aille aussi dans un autre championnat comme l'IndyCar, comme la Super Formula 1, comme le DTM, même si le DTM est avec le retrait de Audi est un petit peu en sursis. Mais bon, je suis pas sûr qu'il aille dans un autre championnat, Sébastien Vettel, aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est vrai qu'on n'en avait pas fait depuis longtemps, donc on n'oublie pas les bonnes habitudes. On met un pouce bleu si on a aimé, on réagit dans les commentaires, et puis si on a envie de mettre un mot dans les commentaires, je m'excuse, il y a des petits chiens qui aboient, et puis on finit par un pouce bleu, et puis par s'abonner à la chaîne. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.